Si les premières actions outre-mer de la France furent les croisades, il faut attendre le XVIe siècle pour voir se dessiner une volonté d'expansion essentiellement commerciale et privée. Dominant l'Europe par sa démographie, le royaume entend d'abord servir aux colonies la grandeur de son souverain. C'est le cardinal de Richelieu qui, le premier, décide de doter le pays d'un véritable outil de conquête. Il arme une flotte puissante et crée en 1622 100 compagnies de la mer, appelées à servir de garnison à bord des vaisseaux, d'unités de débarquement et de défense des ports. En 1626, ces compagnies sont regroupées pour former le régiment de la marine. La France prenant pied au Canada, aux Antilles ou à Madagascar, sans oublier les missions d'exploration et comptoir le long des côtes africaines ou d'Asie, d'autres régiments dits coloniaux voient le jour. Avec Colbert, ministre de Louis XIV, une nouvelle impulsion économique et politique est donnée aux fêtes coloniales. Ainsi, ce qu'on a appelé le premier empire colonial compte en 1680 les colonies de la Couronne, Canada, Antilles, Guyane, Madagascar, et le domaine des compagnies commerciales, Sénégal et comptoir de l'Inde. À un tel dessein, il faut des troupes que Colbert et ses successeurs réorganiseront en compagnies franches, régiments, puis corps royal d'infanterie et d'artillerie de la marine en 1769. Pour la première fois, leur drapeau d'ordonnance porte l'ancre de marine. Ne contrôlant plus que d'étroits territoires, la France de Napoléon Ier conserve le seul corps d'artillerie de marine. Il s'illustre d'ailleurs à Lutzen en 1813, offrant sa première inscription à un emblème de l'arme. Une ordonnance de Louis XVIII recrée un régiment d'artillerie et 2 régiments d'infanterie de marine, portés à 4 en 1854. Ces unités sont de toutes les campagnes et expéditions menées par Napoléon III, comme en témoignent leurs drapeaux et étendards. Bormasund sur la Baltique, Pei-ho en Chine, Puebla au Mexique, mais encore Alma, Sébastopol, Saigon ou Podor. En 1870, les troupes de marine mettent sur pied une division de marche qui affronte les Bavarois à Bazeilles dans les Ardennes. Des éléments résistent jusqu'au bout dans la bientôt légendaire maison des dernières cartouches. En participant aux conflits menés sur le sol européen et en menant des opérations de plus en plus profondes à l'intérieur des terres outre-mer, fantassins et artilleurs, marsouins et bigorres, car tel est leur surnom, s'émancipent peu à peu de la tutelle de la marine et s'en affranchissent définitivement en 1900, devenant troupes coloniales rattachées au ministère de la Guerre. Au tournant du siècle, la France achève, presque malgré elle, de se constituer le deuxième empire colonial du monde. En Asie, la Troisième République vient de créer la Fédération indo-chinoise autour des antiques royaumes d'Annam, du Cambodge et du Laos. En Afrique noire, une série de missions et de raids difficiles ont forcé le cœur du continent et permis d'établir l'autorité française sur des territoires immenses convoités par les autres puissances européennes. Vieille nation paysanne, la France n'avait jamais rêvé d'un tel destin outre-mer. Et c'est à l'initiative d'une poignée d'hommes que se conçoit puis s'administre le domaine impérial. Parmi eux, émergent les figures des soldats coloniaux que furent Faidherbe, Gallieni, Gouraud, Archinard ou Marchand. Bientôt, l'idée de recruter en Afrique et en Indochine des forces indigènes noires et jaunes pour soulager les troupes tournées vers la ligne bleue des Vosges et l'Allemagne se met en place. À l'occasion de la première campagne du Maroc en 1908, plus de 15 bataillons de tirailleurs sénégalais sont déployés. Ils ont à peine le temps de s'adapter que l'Europe entre en guerre. Fidèles à leur double mission, participer à la défense du territoire national en même temps qu'à celle de possessions lointaines, les troupes coloniales sont engagées dès les premiers combats d'août 14. À Rossignol, le corps d'armée colonial perd les 2 tiers de son effectif avant d'être contraint au repli général.
C'est un autre colonial qui va rétablir la situation. Le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, envoie sur la Marne toutes les forces qu'il parvient à récupérer et permet à Joffre de repousser les armées prussiennes loin de la capitale. Désormais, la guerre s'enlise et devient celle des tranchées. Acheminés des quatre coins de l'Empire, les tirailleurs, après une période d'instruction dans les camps du Sud-Est, rejoignent dans la boue de Champagne, sur la Somme, sur l'Aisne ou aux Dardanelles, leurs frères en souffrance et en abnégation, marsouins, bigorres et poilus de toutes armes. À Verdun, sous le commandement du général Mangin, ancien lieutenant de marchand dans sa traversée d'ouest en est du continent africain, les coloniaux reprennent Douaumont. En 1918, ils défendent Château-Thierry et Reims, contre-attaquent à Saint-Mihiel avant de prendre part à l'offensive générale qui les porte sur le Rhin. En Macédoine, ils mettent en déroute les armées bulgares et les contraignent à demander l'armistice. À la fin de la Grande Guerre, les emblèmes des unités de l'arme sont parmi les plus décorés de France. Celui du régiment d'infanterie coloniale du Maroc arbore la Légion d'honneur, la médaille militaire, 10 citations et plusieurs décorations étrangères. Avec près de 5000 officiers, 80 000 sous-officiers et hommes du rang, 35 000 tirailleurs tués, blessés ou disparus, la coloniale a versé un lourd tribut à la défense de la nation et contribué activement à la naissance du mythe de la plus grande France. Tandis que l'exotique Indochine, perle d'un empire qui va vite connaître les premiers soubresauts des nationalismes émergents, attire les jeunes engagés, l'Afrique noire en captive de nombreux autres. C'est sur cette fascination que s'appuie la direction des troupes coloniales pour recruter les soldats dont elle a tant besoin. Quelle vie merveilleuse pour un Français de 20 à 25 ans. Au milieu de ces goumiers, ce jeune sergent engagé dans l'infanterie coloniale connaît aujourd'hui la joie d'être un chef et de servir la France tout en menant la vie seigneuriale du bled. Le maintien de forces de souveraineté à travers le globe et les dures campagnes du Maroc et du Levant mobilisent en permanence beaucoup d'effectifs et malgré ses discours civilisateurs, la mère patrie se préoccupe peu de ses colonies. Une fois encore, ce sont les qualités, le charisme ou les faiblesses des hommes de terrain qui témoignent de l'action menée par la France. Les tribus Touaregs, où les bergers peuls poussent leurs troupeaux dans la savane. Ils sont heureux de venir vendre leur bétail au sergent-chef.
l'admirable mouvement d'une houle marine, ces défenseurs de l'Empire font un nouveau bond. Ils vont, dans une autre solitude, élever notre pavillon garanti de paix. En 1939, face au danger du nazisme triomphant outre-Rhin, l'Empire mobilise à nouveau. Les thèses chères au général Mangin, celles d'une armée impériale inépuisable réservoir d'hommes, sont reprises par Georges Mandel, le ministre des colonies. Allez confiant vers votre devoir, soldats de France, soldats d'un empire de 100 millions d'habitants. Unité coloniale métropolitaine, tirailleurs et canonniers sénégalais, malgaches et indo-chinois forment plusieurs divisions en première ligne sur les frontières du Nord-Est et des Alpes. Comme en 1870 à Bazeilles ou en 1914 à Rossignol, en mai-juin 1940 à Monthermé-sur-la-Meuse, dans les forêts du Mont-Dieu, sur la Somme, à Rambert-Cour-au-Pot, les coloniaux se battent jusqu'à épuisement de leurs forces, perdent 3 généraux et 3 chefs de corps. Un homme sur 5 tombé lors de la campagne est un marsouin. À Chasselet, près de Lyon, furieux de la résistance opposée par le 25e régiment de tirailleurs sénégalais, les nazis massacrent cadres et tirailleurs du 2e bataillon. Tandis que des millions de prisonniers partent en captivité, depuis Londres, le général de Gaulle appelle les Français à continuer le combat. Un combat dans lequel l'Empire et ses troupes représentent un enjeu essentiel. Moi, général de Gaulle, j'invite les chefs, les soldats, les marins, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. La France libre n'a pas fini de vivre. Nous le prouverons par les armes. Parmi les premiers à se rallier figurent nombre de coloniaux qui ont dû faire un choix dramatique qui les conduira à se retrouver face à leurs frères d'armes à Dakar, au Gabon et plus tard en Syrie. Dès janvier 1941, avec un matériel de fortune, les colonnes de la coloniale partent du Tchad pour harceler les oasis libyennes aux mains des Italiens. En mars, sous la conduite du colonel, bientôt général Leclerc, elles conquièrent Koufra. Auparavant, le 1er bataillon d'infanterie de marine a participé en Égypte et en Tripolitaine aux opérations menées par les Britanniques. Ces effectifs sont composés des marsouins qui ont rallié depuis Chypre et la Palestine, avec la brigade d'Orient, à majorité coloniale et qui vient de s'illustrer en Érythrée, et avec les renforts venus d'Afrique et du Pacifique, ils vont constituer la première division légère française libre. Après les pénibles combats fratricides de Syrie, la division est acheminée en Libye. Là, sous les ordres du général Koenig et aux côtés de leurs camarades légionnaires, marsouins, bigorres et tirailleurs résistent du 26 mai au 11 juin 1942 aux assauts de Rommel sur Bir Hakeim. Grâce à eux, la France prouve qu'elle a repris sa place auprès des Alliés. Dorénavant, chacun est convaincu que c'est bien du continent africain que viendra l'élan de la libération. En mai 1943, la Tunisie est libérée. L'aide américaine, les unités venues du Maroc et d'Algérie, les évadés de France et le recrutement d'Afrique du Nord permettent de former la 9e division d'infanterie coloniale aux ordres du général Magnan. Le 17 juin 1944, ces premiers éléments s'emparent de l'île d'Elbe au prix de lourdes pertes. De leur côté, au terme de la dure campagne d'Italie, les marsouins de la 1re division française libre, commandés par le général Brosset, hissent leurs couleurs sur Rome.
Le 16 août, avec ceux de la 9e DIC, ils débarquent en Provence. Venu d'Angleterre, le régiment de marche du Tchad et le 3e régiment d'artillerie coloniale de la 2e division blindée foulent les plages de Normandie. Les uns vont prendre Toulon, puis Lyon, en remontant la vallée du Rhône, pendant que les gars de Leclerc foncent vers Paris qu'ils atteignent le 24 août. Le 12 septembre 1944, la première DFL fait sa jonction avec la 2e DB en Bourgogne. Les unités coloniales de la France combattante, auxquelles se sont joints les volontaires des maquis, comblant les vides laissés par le rapatriement des tirailleurs, progressent maintenant vers Belfort, les Vosges et l'Alsace. Le 20 novembre, le régiment d'infanterie coloniale du Maroc plonge ses fanions dans les eaux du Rhin. Le 23, la 2e DB libère Strasbourg, tenant le serment que Leclerc et ses marsouins ont prêté à Koufra 3 ans plus tôt. De violentes attaques sont encore nécessaires à la 9e division d'infanterie coloniale pour s'emparer de Mulhouse puis de Colmar, et c'est en février 1945 qu'elle peut enfin pénétrer en Rhénanie-Palatinat. En 29 jours, la division s'empare de 200 villes ou villages. Karlsruhe, Rastatt, Fribourg puis Baden-Baden sont prises, 5 divisions allemandes anéanties. Dans le même temps, la 1re division française libre chasse les dernières troupes ennemies des Alpes et d'autres unités coloniales, dont le fameux bataillon de marche numéro 2 de Bir Hakeim et le bataillon de tirailleurs somalis, nettoient les poches de résistance de la côte atlantique. Le 5 mai, ceux du Tchad investissent le repère de Hitler au cœur du Tyrol. 3 jours plus tard, l'Allemagne capitule. Le 18 juin 1945, la nation acclame ses libérateurs, dont près de la moitié des effectifs sont coloniaux. Cinq de leurs unités ont reçu la Croix de la Libération. Mais le conflit n'est pas terminé. En Asie, les Japonais occupent toujours l'Indochine et un corps expéditionnaire est prêt à y intervenir. Lorsqu'ils accostent à Saïgon en octobre 1945, les marsouins retrouvent leurs camarades rescapés des geôles japonaises en même temps qu'ils découvrent une autre guerre. Le Japon a capitulé en août et depuis, nationalistes et communistes vietnamiens, regroupés au sein de la Ligue Viet Minh, ont proclamé l'indépendance du pays. Avec un groupement de marche de la 2e DB et le corps léger d'intervention, Leclerc entreprend alors de réoccuper la Cochinchine. Confrontés à une forme de guérilla extrêmement violente et dont ils ignorent à peu près tout, les anciens ont du mal à reconnaître leur Indochine. Dans un paysage hostile, où une embuscade les guette derrière chaque haie, il leur faut réinvestir un à un les villages avant de renouer contact avec les populations qui ont fui. En 1946, la 9e division d'infanterie coloniale est en vue de Haiphong. Les jours suivants, elle entre dans Hanoï, qui
qui est sous le contrôle à la fois des Chinois et du gouvernement Viet Minh. Les pourparlers avec ce dernier ayant échoué, en décembre, commence une longue guerre qui va durer 8 ans et davantage encore pour les Vietnamiens. Les troupes de l'Union française s'usent dans une longue suite d'opérations destinées à reconquérir le Tonkin, une partie de la Nam et le sud de la péninsule. En 1949, avec l'arrivée des troupes maoïstes sur la frontière du Nord, le conflit change de nature. Sur la route coloniale numéro 4, de Lang Son à Cao Bang, les Français sont submergés par un véritable corps de bataille Viet Minh. Les jeunes parachutistes coloniaux, héritiers des parachutistes SAS de la France libre, y perdent jusqu'au dernier homme le 3e bataillon colonial de commandos parachutistes. Il faut toute l'énergie-création du futur maréchal de Lattre pour sauver Hanoï. 2 ans plus tard, à Nha San, sous les ordres du général Salan et du colonel Gilles, 2 vétérans de la 9e DIC, et avec leurs camarades vietnamiens, Marsouin, Bigorre, Tirailleurs et Para bloquent les divisions du général Giap. Entre-temps, d'autres coloniaux rentrent de Corée où ils ont pris part, aux côtés des Américains et des contingents de l'ONU, à un des conflits majeurs de la guerre froide contre les armées de la Chine populaire. Fin 1953, au Nord-Vietnam, le commandement français décide de rééditer l'exploit de Nha San. Il choisit la cuvette de Dien Bien Phu, en plein cœur du pays Thaï, aux portes du Laos menacé, pour attirer et tenter de détruire les forces du Viet Minh. Pendant 5 mois, l'élite du corps expéditionnaire, en particulier des parachutistes coloniaux, va résister aux assauts des Bodoï. Le 7 mai, le camp tranché dépose les armes et pour les survivants commence une captivité dont peu reviendront. Mais il était écrit que la coloniale, après avoir été la première à fouler les terres d'outre-mer, serait la dernière à les quitter. Depuis novembre 1954, l'Algérie s'est embrasée. Anciens d'Indo, engagés, appelés et rappelés des troupes coloniales, vont jusqu'au cessez-le-feu de 1962 et au-delà, mener ce qu'on appellera opération de maintien de l'ordre et plus tard une guerre sans nom. En 1956, le 2e régiment de parachutistes coloniaux a sauté sur Suez et gagné la dernière inscription à un drapeau de l'arme, Port Saïd. Mermoz du 26 février, à destination de Dakar, Abidjan, Chastel, caporal-chef, Vasseur, présent. S'adaptant aux politiques successives de décolonisation choisies par la République, les troupes coloniales deviennent troupes d'outre-mer en 1958, avant de retrouver en 1961 leur ancienne dénomination de troupes de marine. Une page d'histoire s'est refermée, une nouvelle définition des missions s'impose. Les nombreux intérêts et engagements de la France sur le plan international la conduisent à maintenir un dispositif de souveraineté outre-mer, une coopération active avec ses partenaires, en particulier africains, et une capacité d'intervention immédiate et lointaine. À droite, droite, mi-tour à droite, droite. Alors à renard, on sait plus où est la droite. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1. Parallèlement à ces objectifs, et jusqu'à la fin des années 80, comme le plus célèbre d'entre eux, des générations de conscrits continuent à servir sous l'encre d'or en métropole. En garde, Chin-Jump. Quant aux engagés des troupes de marine, reprenant la vieille tradition des personnels tournants, ils assurent la formation des armées africaines et participent, comme à Djibouti, au Tchad, en Centrafrique, dans le Golfe ou en ex-Yougoslavie,
à la gestion des crises au sein de forces de projection nationales ou internationales. En intervenant depuis 40 ans sur plus de 30 théâtres d'opération, Marsouins et Bigorre ont prouvé qu'ils étaient des professionnels confirmés, mais surtout qu'ils étaient les soldats d'un idéal. Celui que la France, depuis sa création, porte à travers le monde. Je ne demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse, ni le succès, ni peut-être même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement. Que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le courage de vous les demander. J'étais un soldat de marine, je venais de m'engager pour 5 ans. J'avais 20 ans, belle poitrine, comme dans le refrain du régiment. Dans les bistrots près de l'Oursine, les anciens m'en faisaient un plat. Tu verras ce que c'est que l'Indochine, écoute la chanson d'un soldat. Marie, Marie-Dominique, que foutais-tu à Saïgon? Ça ne pouvait rien faire de bon, Marie-Dominique. Je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom, Marie-Dominique. Est-ce l'écho de tes prénoms, ou le triste appel du clairon, Marie-Dominique?